Tout commence en 1978 à bord du navire océanographique français l'Espérance, ancré au milieu de l'océan Austral. L'équipage est là pour étudier le comportement des cétacés, mais l'expédition va tourner au cauchemar. C'est le lieutenant Marchand qui est en poste dans la salle d'écoute des sonars, une pièce noire et claustrophobe remplie d'écrans verts. En pleine nuit, alors que le navire est ballotté par les vagues, il capte un son étrange venant des profondeurs. C'est pas le grattement habituel des crustacés, ni le chant grave et mélancolique des baleines bleues. C'est une mélodie, une voix complexe, modulée, qui monte et descend avec une précision effrayante. Cela ressemble à une chanson, mais elle est trop rapide, trop aiguë, comme si elle avait été accélérée. Marchand la retranscrit sur bande et la passe au chef scientifique, le docteur Artois. En l'écoutant, Artois devient livide. Il reconnaît la structure sonore des épaulards, les redoutables orques, mais les épaulards ne chantent pas pour communiquer. Ils cliquent et sifflent. Cette chose, cette mélodie, c'est un langage artificiel, une imitation. Au cours des heures qui suivent, le chant change. Il devient plus insistant, presque hypnotique. Les marins sur le pont commencent à sentir une anxiété oppressante, une nausée qui n'a rien à voir avec le mal de mer. Certains affirment entendre leur propre nom être murmuré dans le vent. Le docteur Artois passe ses nuits à analyser la bande. Il finit par découvrir une vérité glaçante. Les orques ne communiquent pas entre elles. Elles imitent des fréquences humaines. Le son qu'elles émettent correspond exactement à la fréquence de la détresse humaine, celle d'un homme qui se noie. Elles appellent, elles utilisent la voix des naufragés pour attirer la proie vers l'eau ouverte. Dans la soirée du troisième jour, le son s'arrête brusquement, le silence qui suit est lourd, le capitaine ordonne d'éteindre tous les feux extérieurs, sentant que le navire est encerclé. À travers le hublot du laboratoire, le docteur Artois voit une ombre immense passer juste sous la coque, puis une autre. L'eau est noire d'encre, mais la silhouette est familière. C'est une orque, mais d'une taille anormale. Elle ne nage pas, elle flotte, immobile, la tête orientée vers le navire, comme si elle écoutait. Soudain, les hydrophones explosent de bruit. Ce n'est plus une mélodie, c'est un hurlement collectif, une cacophonie de clics stridents capable de briser les tympans. Les lumières du navire clignotent. Le métal de la coque commence à vibrer si fort que les vis se dévissent. Les marins sont projetés au sol. Le son n'est pas juste entendu, il est ressenti dans les eaux comme une arme acoustique destinée à détruire l'esprit. Le lendemain matin, un cargo de passage repère l'Espérance. Le navire dérive, les moteurs éteints, il n'y a aucun signe de vie sur le pont. L'équipe de secours monte à bord et découvre une scène d'épouvante. Tout l'équipage est là, ils ne sont pas morts, noyés. Ils sont gisants sur le sol, les aureoles couvertes de sang, les vaisseaux sanguins du cerveau éclatés par le son, mais le plus effrayant, ce sont leurs visages. Ils sourient, tous. Un sourire serein, béat, comme s'ils avaient vu quelque chose de merveilleux au moment de mourir. Dans la salle des sonars, la bande magnétique tourne toujours en boucle. Sur l'enregistrement final, sous le vacarme des orques, on entend distinctement la voix du docteur Artois. Il ne crie pas au secours, il chante, il rejoint la mélodie des baleines assassines, acceptant de devenir une voix de plus dans leur chorale éternelle. Personne n'est jamais revenu près de ces coordonnées, mais les sous-mariniers disent que parfois, par 4000 mètres de fond, ils entendent encore une chanson qui ressemble à des pleurs humains.